Daniel Borio, bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir partager avec nous tes réflexions et ton expertise sur l'homophobie dans le cadre du projet Saviez LGBTQ, sur les savoirs, sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Donc, tu es collaborateur dans la recherche partenariale Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Tu es aussi juriste, membre du laboratoire d'études sur le genre à l'Université de Paris 7. Et tu es aussi chercheur associé du CERSA-CNRS de Paris 2. Très content d'être avec vous. Avant tout, je salue à tous mes amis de Montréal. Et voilà, je suis prêt donc à répondre à tes questions. D'accord. Donc, au printemps 2019, tu as publié avec la juriste Caroline Mécary une nouvelle édition de votre Que sais-je sur l'homophobie que j'ai lu. Vous avez auparavant publié un Que sais-je sur l'homophobie en 2000 et il a été réédité en 2005. Est-ce que tu peux nous parler un peu des principales nouveautés qu'on peut retrouver dans ton ouvrage de 2019? Oui, l'ouvrage de 2019, c'était l'idée de Caroline Mécary parce qu'il y avait une dernière partie qui était consacrée au droit. Et entre 2005 et 2019, il y a eu une grande actualité juridique. Et donc, elle m'a dit, mais ça serait bien peut-être que tu puisses actualiser les derniers chapitres. Et à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps. Et elle avait suivi beaucoup d'affaires, en particulier devant la Cour européenne des droits de l'homme et aussi devant la Cour des cassations en matière d'homoparentalité ou en matière de reconnaissance des couples binationaux, etc. Et alors, je lui ai dit, écoute, Caroline, ce que je te propose, c'est qu'on reprend tout, puisque la partie historique, anthropologique, sociologique, bon, c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas beaucoup évolué, puisqu'on fait cette dimension historique. Sur la partie droit et politique publique, ben, je te propose que toi, tu l'actualises, et donc je mettrai ton nom à côté du mien. Donc en fait, c'était comme ça un partenariat amical avec Caroline qui a plus une expérience du terrain et moi, j'ai simplement revu un peu l'aspect théorique. Mais grosso modo, c'est les grandes avancées, que ce soit les mariages pour tous en 2013, toutes des politiques de lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité des genres, et en particulier la loi de 2016 qui permet en France les changements d'état civil sans passer par la médicalisation qui était obligatoire et on a mis fin à tout ce qui était en fait certificat psychiatrique pour pouvoir changer de genre et les politiques publiques qui étaient mises en place au niveau du ministère de l'Éducation, de la police. Bon voilà, c'était plutôt une actualité juridico-politique et actualité qui était très très liée surtout à l'évolution en matière de droit de la famille. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, tu me parles que vous l'avez mis à jour en fonction des différentes politiques qui ont été adoptées depuis 2005. Est-ce que tu penses justement que les politiques publiques, les campagnes de sensibilisation et la valorisation de la diversité sexuelle et de genre a amené une déclinaison de l'homophobie? Qu'est-ce que tu en penses? C'est paradoxal parce que c'est vrai que on voit qu'il y a une diminution de l'homophobie institutionnelle, puisqu'il y a de plus en plus d'égalité devant la loi, d'égalité des droits, d'égalité en matière y compris de droit de la famille, qui était un des droits les plus, disons, discriminatoires pour les personnes LGBTIQ. Mais en revanche, il y a toujours une homophobie sociale. Et le paradoxe s'accentue aussi du fait que plus il y a la visibilité, plus il y a aussi une augmentation à la fois des plaintes, à la fois aussi de propos injurieux ou discriminatoires. Et en fait, tout se passe comme si le fait de lever l'anonymat, de pouvoir visibiliser l'orientation sexuelle ou l'identité des genres, produit un effet aussi d'une plus grande, comment dire, recrudescence des situations de discrimination ou de violence sociale. Mais on ne peut pas dire que d'un point de vue institutionnel, il y ait de l'homophobie. Aujourd'hui, je crois, dans un pays comme la France, en général en Europe, les pays de l'Union européenne, c'est des pays qui ont beaucoup évolué depuis la directive 2000. Hein. Depuis 20 ans, il y a une très grande évolution en matière de lutte contre les discriminations et des politiques publiques de promotion de l'égalité. Parfait. Puis, est-ce que tu vois des nouvelles formes ou des nouvelles manifestations de l'homophobie?
Oui, on voit, et ça c'était une chose aussi qu'on a dû changer dans les aspects sociologiques, dans les que sais-je, que désormais j'avais invité Caroline à co-signer, c'était la dimension réseaux sociaux et Internet. Puisque quand on regarde tous les rapports, que ce soit les rapports des associations comme SOS Homophobie ou les rapports institutionnels, que ce soit du ministère pour l'égalité des chances ou des défenseurs de droits, enfin, que ce soit les informations institutionnelles ou associatives, on voit que aujourd'hui un espace des violences et des discriminations et d'incitation à la haine, c'est les réseaux sociaux et c'est Internet, ce qui n'existait pas à l'époque où j'avais écrit mon que sais-je sur l'homophobie. Donc oui, voilà donc l'espace nouveau qui bénéficie aussi de l'anonymat et de la lâcheté des propos anonymes. Ça a créé aussi cette forme nouvelle d'homophobie sur le net. Et puis on a eu aussi une recrudescence, on avait une recrudescence de l'homophobie des secteurs traditionnels religieux en France, surtout à l'époque du mariage pour tous. On a vu l'Église catholique et les catholiques pratiquants s'opposer beaucoup à la loi et beaucoup de manifestations comme la Manif pour tous et les groupes associés à la Manif pour tous et des catholiques plus intégristes, on peut dire. Et ce qui est nouveau aussi, c'est beaucoup d'homophobie aussi de la part de l'islam, enfin des musulmans. Ce qui est assez aussi nouveau, puisqu'à l'époque où j'avais écrit le que sais-je, il n'y avait pas ce qui s'affichait beaucoup d'un point de vue religieux contre l'égalité des droits, c'était, si tu veux, la hiérarchie ou les autorités catholiques, religieuses du catholicisme. Et là, on voit une montée aussi d'une recrudescence d'une homophobie qui provient plutôt de l'islam, et aussi des groupes nouveaux qui n'existaient pas en France à l'époque ou qu'on ne les voyait pas, c'était les évangélistes, et qui sont aussi très mobilisés et qui font parfois alliance contre l'avancée des droits et les politiques publiques, surtout à l'école. Sur tout ce qui est activité scolaire, ils sont très, très actifs contre la visibilisation et l'égalité des droits. Puis tu dis que ça se manifeste principalement donc sur les réseaux sociaux, sur Internet et Oui. de la part des groupes religieux catholiques islamiques, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, je ne dis pas que ce soit associé, parce que sur le net, on ne sait pas trop, parce que c'est anonyme. Beaucoup de l'activité, c'est très violent. C'est bien intéressant. Puis, dans l'introduction de votre livre à Caroline et toi de 2019, vous avez fait un lien très intéressant entre les concepts d'homophobie, de sexisme et d'hétérosexisme. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer comment ces trois concepts sont liés ensemble? Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est un système ou un mécanisme que ne peut pas être compris si on ne comprend pas le contexte dans lequel émerge l'homophobie. Je me suis aperçu que la construction théologique et philosophique de l'époque, qui est à la racine en fait de l'homophobie occidentale, est très liée au sexisme. Je m'explique. C'est parce qu'un homme se comporte sexuellement comme une femme, et je dis bien ça, que se comporte sexuellement comme une femme, parce que ce qui était condamné pendant longtemps par la catégorie des sodomies, c'était l'homme homosexuel passif, c'est-à-dire c'est lui qui s'est laissé pénétrer. Alors l'homme qui pénétrait était toujours considéré comme étant dans la norme, puisque c'est lui qui pénètre, et l'homme qui pénètre, c'est l'homme conquérant, et l'homme qui se comporte dans toute sa virilité. Et en fait, dans la théologie et dans toute la philosophie médiévale, il y avait cette idée que si Dieu avait créé l'homme au sommet de la hiérarchie sexuelle en tant que mâle, en tant qu'être masculin, s'est comporté comme une femelle, comme une femme sexuellement et socialement, c'était en quelque sorte une déchéance. Et c'était en quelque sorte un crime qui n'était pas adressé à un individu en particulier, mais était un crime contre l'ordre de Dieu et la hiérarchie en fait que Dieu avait établie par la supériorité du masculin. Et donc moi j'avais vu ce lien très étroit où au fond, dans l'homophobie à l'origine, il y a une forme de sexisme, c'est-à-dire qu'on condamne l'homosexuel en tant que personne qui va s'approcher de la féminité. Et c'était cette horreur de la féminité, non pas en tant que telle, mais du fait qu'un être masculin puisse s'approcher de cette féminité, qui était condamnable.
Et ça, c'était explicitement articulé, analysé, problématisé par toute la théologie qui a créé les concepts des sodomies. Et après, donc, à l'âge moderne, pour reprendre un peu les catégories de Foucault, c'était repris par la psychiatrie, plus tard par la psychanalyse, par les discours médicaux, non pas tant à partir de cette idée donc des sodomies, mais d'inversion sexuelle. Mais même dans l'idée d'inversion sexuelle, il y avait cette idée d'invertir un ordre établi. Et cet ordre établi, c'est un ordre dans lequel la masculinité apparaît toujours comme supérieure à la féminité. Et le fait qu'un homme se comporte comme un être inférieur, c'est même parfois assimilable au bestialisme, c'est-à-dire c'est comporter comme un animal, tu vois. Donc en fait, là on voit les liens entre sexisme et homophobie. Et donc hétérosexisme aussi parce qu'à un moment donné, dans tous les débats en France, je ne sais pas comment ça s'est passé chez toi ou chez vous en général au Québec, mais en France, il y avait un discours, on commençait par dire « je ne suis pas homophobe, mais… » Et à chaque Ici fois, aussi. voilà, c'était de dire ah non, 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 on n'est pas homophobe, mais et ce qui était intéressant, c'est de voir comment c'était articulé la deuxième partie de l'expression. Quand on dit mais, c'est de dire quoi? Et donc mais, c'était eh bien, c'était de dire mais il y a quand même une différence entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Mais il y a quand même une différence, et cette différence est établie dans une hiérarchie, c'est pas la même chose. Mais il y a en fait dans cette hiérarchie un ordre social, politique, juridique qu'il faut respecter. Et donc pour ne pas tout de suite considérer que cette idée pourrait être homophobe, parce que dans l'idée d'homophobe, il y a toujours un peu cette idée qui n'est pas vraie, qu'on critique beaucoup aussi dans notre travail, qui est quelque chose d'irrationnel. C'est comme si l'homophobe était quelqu'un qui avait la phobie, comme on peut avoir la phobie des araignées. Enfin non, c'est pas, les gens ne sont pas aujourd'hui, enfin en tout cas dans certains milieux urbains, en Europe, en Amérique du Nord, il y a pas, ça existe évidemment, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment. C'est pas la phobie. C'est ce qu'on voit, c'est vraiment un discours pardon, articulé autour de la suprématie de l'hétérosexualité. Ou en tout cas, d'une forme implicite d'hétérosexualité. C'est comme si, ce que j'avais vu en droit, la norme hétérosexuelle était implicite dans le mariage, dans la famille, dans la filiation, dans la parenté. Et cette forme implicite d'hétérosexualité, bon, on peut l'appeler hétérosexisme. Cet hétérosexisme était institutionnel lorsqu'il était inscrit dans la loi, et maintenant il n'est plus un hétérosexisme institutionnel, puisque la loi aujourd'hui, aussi bien chez vous au Canada qu'en France, en Europe, en tout cas dans les principaux pays de l'Union européenne, il y a une égalité, mais en revanche, il demeure quand même des pratiques. C'est plus tellement l'institution ou la loi, ce sont des pratiques. Des pratiques parfois institutionnelles, parce qu'on voit la police, le juge, les magistrats, l'administration, etc., qui se comportent parfois de manière discriminatoire. Et n'en parlons pas de la discrimination sociale qui constitue aujourd'hui une infraction, y compris une infraction pénale dans les systèmes français, je crois aussi au Canada ou aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, et même en Amérique du Sud. Hein, c'est aussi très développé la pénalisation de l'homophobie comme une infraction pénale, mais parfois c'est lettre morte. Donc, si je résume ce que tu nous dis, donc homophobie serait liée à sexisme parce que en fait, nos pratiques sociales, notre conception de la sexualité est très liée à un rapport binaire. Absolument. Et pour l'hétérosexisme, donc, il y a la présomption que tout le monde est hétérosexuel, donc une forme d'homophobie sociale qui persiste, même si on n'est pas homophobe de la même façon que tu l'expliquais auparavant, c'est-à-dire c'est pas comme une peur de l'autre. C'est ça. C'est une forme d'homophobie qui est plus internalisée, si je comprends bien. C'est internalisé et c'est manifesté d'une manière qui n'est pas violente. C'est pour ça qu'on dit je ne suis pas homophobe, mais il y a une structure, un langage, un système. Évidemment, ce n'est pas l'individu qui est homophobe, mais il y a
un background, il y a des racines, il y a un contexte dans lequel il est très difficile de pouvoir dépasser cette idée de la supériorité de l'hétérosexualité, pas simplement en tant que forme de l'activité sexuelle, mais aussi de l'activité familiale, sociale, politique, tu vois. Bon, mais tout ça, on ne peut pas faire. Moi, je pense que ce qu'on avait fait dans le travail, c'est expliquer toutes ces racines, les concepts, les points communs avec le racisme, avec l'antisémitisme, avec le sexisme, etc. Mais moi, je crois que on ne peut pas faire un procès à l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Et c'est vrai que notre passé, on ne peut pas dire que notre passé est homophobe, parce que ça serait appliquer une catégorie moderne à une réalité qui n'existait pas. C'est bien intéressant. Puis si on pouvait aller un petit peu plus loin pour parler du lien entre l'homophobie et des structures d'oppression, si on parlait un peu de l'homophobie et son lien avec le racisme, d'un autre part la xénophobie et le lien que ça a avec le classisme aussi, si tu fais nous en dire plus sur ces différents systèmes d'oppression. C'est ça, parce qu'en fait, ce que je voyais souvent, c'était du moment qu'on essayait de comprendre la terminologie, je me suis rendu compte que moi, je travaillais en Italie sur des archives historiques italiens de tout ce qui était effectivement l'inversion, la sodomie, comme on l'appelait à l'époque, enfin l'homosexualité, etc., la pédérastie et tout ça. Et on voyait qu'on appelait ça vice français. Et quand j'arrivais en France, on appelait ça vice italien. Et quand on était en Espagne, on voit que c'était le vice arabe. Et dans les pays arabes, on parle de vices occidentaux. Enfin, le mal vient toujours de l'étranger. Et donc là, je me suis dit, bon, il est évident qu'il y a à la fois une forme de discrimination fondée sur la sexualité, sur l'identité sexuelle, puisqu'il s'agit donc d'homosexualité, grosso modo, mais aussi le fait d'associer l'homosexualité à l'autre, à celui qui vient d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on dit vice arabe ou vice italien pour les Français ou vice français pour les Italiens, bah, ça vient toujours d'ailleurs. Et donc ça constitue une forme de racisme, c'est-à-dire ça vient d'une autre ethnie, ça vient d'une autre population. Voilà, chez nous, il n'y a pas ça. Dans la pureté de notre nation, de notre communauté, il n'y a pas lieu. Donc aussi, après, par rapport au classisme, c'est toute la littérature du 19e, la littérature bourgeoise du 19e, et ça Foucault l'avait très bien analysé, c'était démontrer comment la perversion sexuelle, pour reprendre l'expression de l'époque, ou les vices, entrent dans les familles bourgeoises par les domestiques. Et donc, il y a tout un préjugé des classes dans toutes ces littératures du 19e de les domestiques qui vont pervertir les enfants de la bourgeoisie. Et c'est pour ça que j'avais fait aussi les liens dans le travail entre classisme et homophobie. Ou parfois aussi une forme de classisme inverse, enfin, tout à fait opposé à ce classisme-là, c'était l'idée, par exemple, qu'après la Révolution, il n'y a plus de personnages homosexuels dans l'histoire de France. Alors que dans l'Ancien Régime, on avait toujours le roi et ses mignonnes, il y avait toujours des histoires des mignonnes du roi, et les aristocrates pédérastes, enfin, pour reprendre l'expression de l'époque. Hein. Donc en fait, on voyait qu'il y avait, en tout cas pour la sexualité masculine et même féminine chez les aristocrates, une certaine liberté, ou même considérée après un libertinage, qui était accepté et qui est documenté dans l'histoire de l'Ancien Régime. Et la Révolution va écarter complètement cette idée de banalité d'une sexualité libre et considérer que l'homosexualité, le saphisme, tout cela est de l'ordre de la société décadente de l'Ancien Régime. Donc il y a là aussi une forme de classisme, à la fois dans les discours des domestiques, mais aussi dans les discours révolutionnaires contre l'Ancien Régime, en considérant que l'homosexualité, soit c'est un vice d'aristocrate, soit c'est un vice des domestiques. Mais ce n'est jamais chez les gens bien. C'est très intéressant justement cette dichotomie entre le bien et le mal et de montrer que ça vient toujours de l'extérieur ou quelque chose du passé ou d'une Voilà. autre classe ou d'un autre groupe. Euh, Si on parlait maintenant des différentes causes de l'homophobie, tu mentionnes entre autres que l'homophobie est constitutive de l'identité masculine. On en a parlé un petit peu justement avec son lien avec le sexisme, et qu'elle est gardienne du différentialisme sexuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, ça c'est une dimension plus psychologique de l'homophobie qui va avoir après des répercussions sociologiques. Mais psychologiquement, par exemple, je me suis posé toujours la question de savoir pourquoi. Moi, j'ai des sœurs aussi et des cousines. Enfin, et je voyais une famille nombreuse, donc on passait beaucoup de vacances avec plein de cousins, cousines et tout ça, et des gamins, des gamines à l'époque. Et je voyais que mes cousines et mes sœurs pouvaient dormir entre elles. Elles avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, même adolescentes. Les filles pouvaient dormir dans le même lit et ça ne posait pas de problème. Mais il fallait surtout pas que les garçons puissent dormir ensemble. Donc il y avait un contrôle déjà dans les familles. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était établi comme ça. Donc ça a commencé à un peu m'inquiéter intellectuellement depuis un certain moment, d'essayer de comprendre d'où venait tout ça. Et le fait que, par exemple, il y avait des activités masculines que les filles pouvaient faire assez plus ou moins facilement, mais que tout ce qui était lié à la féminité était comme un limite, la limite à laquelle on ne pouvait pas franchir parce que c'était considéré comme une activité des femmes ou des filles. Et donc, c'est toujours comme le repoussoir. Enfin, si tu fais quelque chose qui est propre aux filles, bah, tu es suspect, tu ne peux pas te comporter comme une fille, tu ne dois pas être comme une fille. Tout ce qui renvoie à la féminité renvoie en fait à la faiblesse et au fait que tu peux pas te construire un caractère d'homme qui est le propre de ton genre. Non. Et en fait, on voit comment, c'est pour ça que j'ai dit gardienne, l'homophobie comme gardienne de la masculinité, c'est je ne suis pas une femme, et voilà la question des genres, et je ne suis pas un PD, et voilà la question de l'orientation sexuelle. Donc à la fois, je ne suis pas une femme parce que mon identité s'est construite en opposition avec la faiblesse et la féminité, et je ne suis pas un PD parce que ma sexualité ne doit pas correspondre à celle proprement de la passivité des femmes. Donc, Bon, au fond, bon, mais tout ça c'est de l'ordre de la psychologie, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant finalement que la psychologie, c'est ce que la société a fait de cet aspect psychologique. C'est-à-dire comment on a considéré qu'il y avait une manière d'être au monde en tant qu'homme et une manière d'être au monde en tant que femme. Et donc ce qu'on appelait pendant longtemps le rôle social de sexe, et en français, on l'a toujours appelé comme ça. On appelait ça le rôle social de sexe ou le rôle social de sexe. Et après, avec l'influence de la langue anglaise, on a introduit gender. Mais au fond, le genre, c'est ça, c'est le rôle social de sexe. C'est-à-dire comment on est dans une éducation, une répétition, un apprentissage de la masculinité, un apprentissage de la féminité dans lesquels l'hétérosexualité comme facteur positif et l'homosexualité comme hantise négative va permettre la bonne articulation de l'individu en tant que personne, en tant que membre de la famille et en tant que citoyen. dans la conclusion de ton livre, c'est un passage qui est consacré aux principaux moyens de lutte contre l'homophobie. Tu proposes entre autres d'adopter un arsenal, je te cite, un arsenal législatif plus conséquent, de faire de la prévention en milieu scolaire aussi. Tu mentionnes aussi que les rôles des institutions et des associations qui luttent contre l'homophobie. Pouvez-vous un peu, en fait, ce que Caroline et toi est arrivé comme conclusion, est-ce que tu peux m'en parler plus et nous indiquer, selon toi, ce qui serait prioritaire dans la poursuite de la lutte contre l'homophobie à partir d'aujourd'hui en 2020? Bien. D'un point de vue, puisqu'on est dans la chaire, c'est quelque chose d'académique. Et je pense que peut-être le moment est arrivé, pour moi, d'un point de vue académique, de peut-être ne plus faire l'histoire de la persécution, de la violence ou de l'homophobie en tant que telle, mais de la résistance à l'homophobie. Je veux dire, il y a aussi, on n'a pas attendu les années 70 pour que les homosexuels puissent vivre leur vie. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est pas les femmes vivaient avant même qu'elles puissent avoir le droit au vote ou qu'elles n'avaient pas accès à l'université. Enfin, je veux dire, c'est pas cette vision de l'histoire comme un point donné des libérations et d'ombre par rapport à ce qui s'est passé avant la libération, c'est un point de vue épistémologique et académique qui me semble qu'il faut dépasser. Autrement dit, bon, peut-être qu'on devrait faire l'histoire de la résistance à l'homophobie.
Je pense que d'un point de vue académique, il ne faut pas tomber dans le piège de faire l'histoire officielle. Donc l'histoire, c'est l'histoire de l'homophobie ou l'histoire de la persécution des homosexuels ou de la violence. Évidemment que c'est fait, mais aussi de dire, mais il y avait une résistance et allons voir comment on pouvait vivre dans un régime où il y avait la persécution, la pénalisation, etc. Mais il y avait aussi des gens gays, lesbiennes, bi, trans, qui vivaient dans ces systèmes-là et qui pouvaient s'épanouir évidemment dans la marge. Question qui me semble intéressante d'un point de vue, comment dire, épistémologique et académique, et peut-être je lance cette idée à la chaire, commençons peut-être à travailler sur l'histoire de la résistance, d'une part. Puis d'un point de vue institutionnel, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, à la fois quand j'étais invité dans les programmes de la HALDE, plus tard de défenseurs de droits, ou tous les programmes qui étaient mis en place par le ministère de l'Éducation, c'est l'éducation. C'est l'éducation, la prévention, plus que la pénalisation. On a aujourd'hui un appareil pénal et un appareil répressif qui est conséquent en France, puisqu'en fait, tout c'est là aujourd'hui, l'homophobie constitue un délit et parfois un crime. Donc l'homophobie aujourd'hui est pénalisée en France, au Canada, en Occident. On est passé de la pénalisation de l'homosexualité à la pénalisation de l'homophobie. D'accord. Mais le fait que l'homophobie soit pénalisée, et je reprends notre début d'échange, ça ne dit rien de l'actualité des violences homophobes, puisque à la fois, on n'a jamais eu autant de lois contre l'homophobie et aussi autant de manifestations homophobes. Peut-être aussi parce que c'est plus facile pour les gens de porter plainte, c'est peut-être parce qu'il y a un anonymat dans les réseaux sociaux. Enfin, toujours est-il qu'il y a ce paradoxe qui est existence des pénalisations, mais socialement, donc une homophobie qui se répand. Et je crois que le plus difficile, c'est pas tellement la répression, parce que ça, il suffit des lois, et on a maintenant les lois. Les problèmes, c'est plutôt, non pas tant la répression, mais la prévention. Et la prévention passe par où? Eh bien, par les générations futures et surtout par l'école. Ce qui avait le plus mobilisé les conservateurs, c'était le fait qu'on puisse faire de la prévention. C'était plus grave pour eux la prévention que la répression. Et je me suis dit, et c'est un signe intéressant, c'est-à-dire qu'il faut avancer davantage dans la prévention, davantage au niveau des générations futures, et puis en ce qui nous concerne, nous, à l'université, davantage faire l'histoire de la résistance. Je ne me résigne pas à imaginer que l'histoire, c'est l'histoire des victimes et l'histoire de la domination, parce que ça serait comme si il n'y avait pas un point de résistance qui permettait de changer les mentalités. Et ce point de résistance n'est pas Stonewall. Enfin, Stonewall, ça a émergé à un moment donné de l'histoire, mais enfin, il y a eu avant beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup, Daniel. C'est moi qui te remercie.